Mon colonel, messieurs les officiers, cher public, merci à tous d'être venus et je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence exceptionnelle organisée par les élèves tunisiens de l'école polytechnique. À moins que vous n'ayez vécu en ermite pendant les 5 dernières années, vous êtes sans doute rendu compte qu'il s'est passé quelques petits événements dans le monde arabo-musulman. Quelques-uns, l'esprit un peu poète, ont appelé ça le printemps arabe. Et si certains, devant le chaos engendré par tous ces événements, préfèrent explicitement un retour aux vieilles dictatures du monde arabe, nul ne peut nier que cette histoire est une grande histoire. L'histoire de ce printemps arabe, et en particulier du printemps tunisien dont nous allons parler profondément ici, est grande d'abord par ses conséquences économiques, politiques, géopolitiques. Cette histoire est grande aussi par le retentissement qu'elle aura eu sur l'imaginaire collectif du monde entier. Elle est grande enfin parce qu'elle aura éveillé une soif de liberté qu'on ne soupçonnait plus dans des consciences depuis longtemps endormis. Nul doute que jeune interne à Strasbourg, vous n'imaginiez guère les enjeux au cœur desquels vous alliez être jeté pour la majeure partie de votre vie. Votre premier acte d'engagement politique aura été dès 1980, à votre retour en Tunisie, quand vous êtes entré dans la Ligue tunisienne des droits de l'homme. En 1987, avec le coup d'État du 7 novembre de Ben Ali, la nouvelle politique répressive du régime dissout cette Ligue tunisienne des droits de l'homme. Elle sera reformée plus tard pour mieux être infiltrée par les hommes du pouvoir, ce qui vous pousse à présenter votre démission. Edmond Rostand, dans un de ses plus beaux vers, fait dire à Chantecler que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et vous y avez cru. Vous y avez cru avec acharnement, avec cette obstination que seuls ont ceux qui croient en un retour de la lumière. Vous avez fondé le Conseil national des libertés en Tunisie, interdit par le pouvoir évidemment. Puis votre propre parti, le CPR, le Congrès pour la République, interdit par le pouvoir, là encore. Vous avez milité au sein de la section tunisienne d'Amnesty International. Vous avez milité aussi pour la Commission arabe des droits de l'homme, que vous avez présidée. Malgré les violences physiques et verbales, malgré la prison par 2 fois, où vous avez connu les affres de l'isolement total, malgré les gênes professionnels qui sont allés jusqu'à votre éviction de votre poste de professeur à la faculté de médecine de Sousse. Vous avez continué, vous avez battu, vous avez lutté. Et l'histoire vous a donné raison. Le 14 janvier 2011, le dictateur Ben Ali est mis en fuite par quelques semaines de protestation. Vous revenez aussitôt en Tunisie, votre parti et vous-même, vous reprenez votre place sur la nouvelle scène politique tunisienne et vous gagnez la 2e place aux premières élections libres de l'histoire de la Tunisie, ce qui vous donne le droit d'être élu par la nouvelle Assemblée constituante à la tête de l'État tunisien. Vous êtes ainsi devenu le premier président de la République tunisienne librement élu. Évidemment, comme à chaque fois qu'il devient question de responsabilité politique, votre parcours est terni par ces polémiques inséparables de l'exercice de l'État. Mais l'histoire retiendra que la passation de pouvoir qui a fait suite à votre courte défaite au présidentiel de décembre 2014 aura été digne, pacifique, et aura ainsi signé une première transition démocratique dont on espère seulement que les suivantes en suivront l'exemple. Monsieur Marzouki, au nom de l'ensemble de la famille polytechnicienne, au nom de public venus nombreux ici pour vous écouter, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et c'est pour moi un immense honneur que de vous céder la place à ce public. Merci. Bien, d'abord, merci pour l'invitation dans cette école polytechnique, lieu, je dirais, sur lequel ma génération a beaucoup fantasmé, puisque beaucoup des jeunes condisciples ont rêvé d'y entrer. Moi, j'ai choisi une autre voie qui est la voie de la médecine, mais j'ai toujours gardé un profond respect et une profonde admiration pour cette école. Donc, je suis vraiment honoré d'être ici. Merci pour l'assistance aussi. Vous a dérangé pour écouter ces quelques paroles où je vais essayer quand même de
si vous voulez, comme j'ai commencé à préparer cette intervention, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter? Parce que vous savez que l'homme politique a plusieurs publics, plusieurs registres, et il ne faut pas qu'il confonde les registres, parce que sinon on est tout à fait à côté de la plaque. Les discours électoraux, les discours idéologiques, les discours haranguer les fous. Chaque type de discours a sa logique propre et a son tempo. Les cours de sciences politiques, c'est tout à fait autre chose. Et donc, me dire de me trouver devant un tel public, mais qu'est-ce que je vais pouvoir me raconter pour que justement ça soit sur le bon registre et que je vais raconter quelque chose. Évidemment, je ne peux que vous apporter mon expérience et ma vision de ce qui s'est passé dans ce printemps, ce fameux printemps arabe. Je pense que beaucoup d'entre vous, comme n'importe qui, nous sommes tous assaillis par la quantité d'informations et nous avons souvent le nez sur le pont, le nez collé à la fenêtre et on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe. Et ce d'autant plus que les informations qu'on nous donne ne sont jamais des informations neutres. S'il y a quelque chose que j'ai appris à mes dépens souvent, c'est que l'histoire de l'objectivité de l'information, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la supercherie. Toutes les informations qu'on vous donne, qu'on vous cache, sont toujours des informations biaisées par le fait que nous sommes tous dans des combats qui sont des combats politiques, des combats sociaux. Et l'information est aujourd'hui l'arme principale de ces combats. Donc, s'informer, oui, mais s'informer en sachant toujours que celui qui vous informe a toujours sa petite idée derrière la tête et qu'il est là, je ne dirais pas pour vous manipuler, mais en tout cas pour vous influencer. Alors, je ne vous promets pas donc dans la présentation que je vais faire l'objectivité, mais je vous promets l'honnêteté, c'est-à-dire de vous dire exactement ce que je sens, ce que je pense, ce que je crois. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez avec cette information. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est de vous amener un peu à voir un peu dans ce fouillis, dans ce fatras d'événements qui vous paraissent totalement, souvent logiques, irrationnels, incompréhensibles, d'essayer de dégager une vision, de dégager une structure. C'est ma structure, c'est ma façon à moi de voir la chose. Et il vous appartient à vous plus tard de voir ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez rejeter. Alors, première question. Comment comprendre les événements qui se passent de l'autre côté de la Méditerranée? Je dirais tout à l'heure en quoi ces événements qui paraissent de l'autre côté de la Méditerranée vous intéressent tous ici, que vous soyez tunisien, maghrébin, français, internationaux, comme j'ai appris à dire. Donc, m'entendre des étudiants étrangers. J'ai beaucoup aimé entendre qu'on parle ici d'étudiants internationaux. Je pense que ce changement sématique est important. Donc, les étudiants internationaux, les étudiants tunisiens, maghrébins, etc. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de printemps, entre guillemets? Je peux dire, sans fausse modestie, que j'ai participé un peu à l'élaboration de ce printemps, puisque en 2006, je suis passé sur Al Jazeera pour appeler les Tunisiens à se mobiliser contre la dictature, et j'avais dégagé toute une théorie sur le fait que les prochaines révolutions dans ce monde arabe seront ou devront être des révolutions pacifiques, démocratiques, faites par les jeunes, pour les jeunes, et en utilisant les technologies nouvelles. À l'époque, tout le monde m'avait rionné. Et je suis rentré en 2006 en Tunisie avec l'idée que on était prêt à la révolution. Erreur, on ne dicte pas plus aux révolutions qu'on ne dicte aux tempêtes. Les révolutions éclatent quand elles ont atteint un certain degré de je ne sais pas quoi, comme les tempêtes. Et donc, il y avait une erreur de timing. Hein. La révolution a éclaté 4 ans après. Mais elle a éclaté pratiquement de la même façon que je l'avais espéré, théorisé, prédit, à savoir, alors tout le monde s'attendait à des révolutions islamistes, ce n'était pas du tout des révolutions islamistes, c'était des révolutions sociales. Alors que tout le monde s'attendait à un chaos, c'était des révolutions bien organisées alors qu'ils n'avaient pas de chef. Et c'était des révolutions faites par les jeunes, pour les jeunes, avec l'utilisation massive pour la première fois des technologies nouvelles. Et ça, c'était, si vous voulez, la spécificité profonde de ces révolutions arabes. Alors, je suis un peu fier, entre guillemets, d'avoir prévu, sauf que ma fierté est allée, je disais qu'elle a beaucoup régressé dans la mesure où je n'avais pas du tout prévu comment ça allait se terminer. Je n'avais pas du tout prévu que ça se terminerait aussi mal. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 décembre 2010, donc éclatement de la révolution en Tunisie. Le 25 janvier en Égypte. Pratiquement le même mois au Yémen. La Libye, c'était le 17 février. La Syrie a joint le groupe le 17 mars.
Donc en l'espace de quelques mois, ça a été vraiment la déflagration. Et avec si vous voulez, des répliques, parce qu'en fait c'est beaucoup plus un séisme qu'un printemps, avec des répliques qui sont allées très très loin. Vous savez que les Chinois avaient commencé un peu à censurer tout ce qui se rapportait au mot jasmin, pour dire la sensibilité de l'affaire. Donc c'est allé très loin. Les répliques sont allées très loin. Alors Occupy Street, c'était aussi une réplique de cette révolution tunisienne et arabe. Or, 4 années après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pratiquement tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait rêvé, à savoir l'installation d'États démocratiques sur les décombres de l'État, des dictatures. Le début, si vous voulez, d'une révolution sociale, réellement, le combat contre la corruption, la fin de l'ancien régime, la possibilité enfin de faire un espace arabe uni avec une union des peuples arabes libres et des États démocratiques. Ben, tout cela, ça a fini de façon dramatique. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Syrie. La guerre civile fait rage encore au Yémen. La guerre civile fait encore rage en Libye avec très probablement une possibilité de scission du pays. L'Égypte peut retourner à la dictature. Une dictature pire que celle qui avait été abattue par la Révolution. Et en Tunisie, on s'en est à peu près bien tiré. On a marché sur le fil du rasoir. Quand j'étais aux affaires, je disais toujours qu'on était en train de danser au bord du précipice. Et je vous garantis qu'on a évité de tomber dans le précipice comme les autres pays, à la fois parce qu'il y a des traditions de dialogue en Tunisie qui n'existent pas dans les autres pays arabes, à la fois parce que la Tunisie est un petit pays homogène, de classe moyenne, où il y a un niveau d'éducation élevé, à la fois parce qu'on a fait des concessions les uns et les autres pour que ce pays reste à peu près sur ce droit chemin. Mais malgré tout cela, c'est une démocratie qui est encore très fragile et c'est une démocratie où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et en fait, on n'est pas du tout sorti de là. Même en Tunisie. Et je suis très content que la Tunisie ait eu le prix Nobel à travers ces associations. Mais là aussi, les choses sont très imaginables. Alors, on peut dire, quand on arrive à ce genre de constat, mais quelle catastrophe ce printemps arabe. Il aurait fallu peut-être ne pas le faire. Peut-être que si on avait gardé les dictatures, le prix aurait été moins prohibitif, en tout cas pour la Syrie, pour la Libye. Sauf que, là aussi, on ne commande pas aux révolutions. Si les révolutions ont éclaté, c'est parce que les peuples arabes ne pouvaient plus supporter ces États dictatoriaux et corrompus qui les ont amenés, je dirais, qui les ont poussés à la révolution. Alors, où est l'erreur? C'est-à-dire, quand on regarde un peu ce paysage, on se dit, mais quelle catastrophe! Où est l'erreur? Parce qu'il y a une erreur dans ce qu'on pourrait appeler le désenchantement, le jugement de dire ça a été un échec, c'est une catastrophe, et puis c'est ce que j'entends autour de moi, donc pratiquement autour de moi, y compris en Tunisie. Donc oui, même là, en Tunisie, la révolution a été trahie, oui, même on n'a rien réussi, oui, l'ancien régime est revenu il a été chassé par la révolution, il est revenu par la démocratie. Ce qui est un conte, un régime antidémocratique, des gens antidémocratiques arrivent au pouvoir en utilisant la démocratie, qui sont toujours combattus. Et il y a donc un sentiment de désenchantement, y compris en Tunisie, qui est un sentiment extrêmement fort. Alors, et c'est ici que je vais vous demander un exercice mental, si vous voulez, pour qu'on puisse replacer cet échec, entre guillemets, du printemps arabe dans sa vraie dimension. Je vais vous demander de faire une sorte de, exercice mental. Je vais vous demander d'imaginer un peu l'histoire de la Chine, entre 1840 et 1940. Donc, on a oublié tout ce qui est avant 1840 et on a oublié surtout tout ce qui est après 1940. On ne regarde que cette tranche de l'histoire chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette tranche de l'histoire chinoise, totalement détachée de l'avant et de l'après? Bien, on voit un pays colonisé, un pays humilié, un pays divisé, un pays affamé, un pays en guerre civile, un pays occupé. Voilà. Et donc, quelqu'un qui regarderait uniquement cette phase de l'histoire de la Chine dirait que c'est un pays qui est en voie de décomposition, un
pays qui envoie des destructions, un pays qui n'a pas d'avenir. Alors vous savez ce qui s'est passé après? Il s'est passé que la Chine, à partir de 1949, est devenue une puissance. D'abord, elle a récupéré son indépendance nationale, est devenue une superpuissance, et puis ensuite, aujourd'hui, est en train de devenir une puissance économique mondiale, la première puissance économique mondiale. Donc, si vous voulez, en regardant par le petit trou de la serrure uniquement cette tranche de l'histoire de 1840 à 1940, n'importe qui aurait été probablement... Enfin, il aurait eu le droit de dire, voilà une nation qui est en train d'être détruite et qui n'a pratiquement plus aucune chance de revenir sur la scène de l'histoire. Vous pouvez d'ailleurs faire le même exercice pour l'Europe. Faites le même exercice mental, c'est-à-dire regardez l'Europe entre 1914 et 1945. Qu'est-ce que c'est? Donc c'était deux guerres fratricides, parce que c'était des guerres fratricides, avec je dirais, l'acmé de la sauvagerie qui était ces camps de concentration, avec les crises économiques, avec les pays qui sont complètement détruits, etc. Qui aurait pu, en regardant uniquement cette tranche de l'histoire, prévoir que l'Europe allait devenir un ensemble de démocraties où il y a la paix et la prospérité, etc. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela parce qu'aujourd'hui, quand on regarde cette tranche de l'histoire du monde arabe, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement la même impression. C'est de dire, attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est des peuples qui sont en train de tout rater. Oui et non. Oui et non. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde à la fois, si vous voulez, la Chine et l'Europe, donc durant ces deux fenêtres temporelles, et qu'on a émis un jugement négatif? Historiens, disons, c'était une vraie catastrophe, il n'y a plus rien à espérer. C'est qu'en fait, on a vu à l'œuvre uniquement les forces destructrices. Les forces destructrices. Et on n'a pas vu à l'œuvre les forces constructrices qu'il y avait derrière. On n'avait pas vu à l'œuvre ce qu'il y avait derrière cette Chine affamée, humiliée, dépecée, colonisée, en guerre civile. On n'avait pas vu ce qu'il y avait derrière, à savoir les idées, les rêves, les projets, les hommes et les femmes décidés à relever l'ensemble des défis. Et c'est la même chose pour l'Europe. Derrière cette catastrophe qui a été la Deuxième Guerre mondiale, derrière ces villes complètement détruites, il y avait des hommes, il y avait des idées, il y avait des rêves, il y avait des projets, il y avait des ambitions. Les forces de construction étaient à l'œuvre. J'avoue que ma grille de lecture, moi, des événements que je vois, c'est d'abord la complexité, le dynamisme. Le monde change tout le temps, la complexité, mais surtout cette idée que tout ce que nous vivons est travaillé par ces deux types de forces, les forces de destruction et les forces de construction. Évidemment, c'est la vieille idée de métaphysique, du bien et du mal, mais moi, j'ai pas pris ce type d'analyse de la métaphysique ou de la religion, j'ai plus dans la médecine. En médecine, nous sommes habitués à travailler avec un corps qui est soumis en permanence à des forces de destruction, donc la maladie, et à des forces de reconstruction, qui sont des tentatives d'équilibre. Parce que qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'est une espèce de retour à l'équilibre en permanence face à des forces de destruction permanentes. Évidemment, ça se termine toujours mal par la mort, mais la vie recommence dans d'autres corps. Et ça recommence perpétuellement. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, nous sommes en train de regarder dans le monde arabe jouer les forces de destruction, et ces forces de destruction sont colossales. Pour moi, l'histoire de printemps, d'ailleurs, vous savez peut-être d'où vient ce concept de printemps arabe, ce sont les Européens qui ont donné ce nom. Les Arabes n'ont pas utilisé le concept, ce sont les Européens, ils l'ont fait en référence au printemps de Prague, à mai 68, et donc ils se sont dit, c'est la même chose. En fait, c'est pas du tout ça. Ce qui se passe actuellement dans le monde arabe ressemble plus à des phénomènes sismiques ou volcaniques. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de volcans qui ont explosé parce qu'il fallait qu'ils explosent. Par exemple, de dire aujourd'hui, oui, mais le prix est prohibitif en Syrie, on n'aurait peut-être pas dû. Ça ne sert à rien. Il y avait un tel niveau de corruption, de brutalité, de force par le régime syrien que de toutes les façons, ça allait exploser. De toutes les façons, ça allait exploser en Tunisie. De toutes les façons, ça devait exploser en Libye. C'est le mécanisme volcanique dans l'espace physique, dans les volcans. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une chambre magmatique
dans laquelle il y a de la pression qui augmente, et oh, ça explose. Et bien, dans les sociétés, c'est pareil. Vous mettez de la corruption, vous mettez de la violence, vous mettez de la brutalité, de l'incapacité à résoudre des problèmes, ça explose. Et donc, si vous voulez, il fallait que ça explose. Les forces de destruction ne sont pas toujours négatives, même si le prix est positif. On ne construit qu'à partir de la destruction. Il faut détruire pour construire. C'est comme ça. Il n'y a pas de... souvent, il faut passer par là. Et donc, ce qui se passe actuellement, nous observons des phénomènes de destruction massive. Alors, qu'est-ce qui est en train de détruire dans le monde? C'est essentiellement l'État autoritaire, l'État corrompu. Le vieil ordre social. Le vieil ordre social, il n'y a pas que l'État qui est en train d'être explosé. C'est le vieil ordre social, le rapport homme-femme, le rapport adulte-jeune, le type de répartition de richesse. Toute cette économie de rente qui a été une vraie catastrophe dans le pays arabe, parce que justement elle a permis à la dictature d'acheter la paix sociale et donc de retarder l'explosion. Donc c'est tout cela qui est en train d'exploser. Et ce qui veut dire que, si vous voulez, cette phase explosive, elle n'est pas terminée. Pas du tout terminée. Il va y avoir encore des explosions. La phase sismique n'est pas finie. Toute cette région sud de la Méditerranée va continuer encore à bouger pendant un certain temps. Et pour moi, par exemple, quand on voit aujourd'hui le retour de la dictature en Égypte, quand on voit par exemple la situation dans plusieurs pays qui n'ont pas encore explosé, il faut savoir que, compte tenu du fait que les États sont tous sur le même moule, la dictature, la corruption, le retard des réformes, l'impossibilité de faire face aux défis de la vie quotidienne, les systèmes de santé, les systèmes éducatifs, les systèmes de l'information, tous ces systèmes-là sont à l'agonie, et bien tout cela, il faut que ça explose, et il faut que ça soit détruit. Malheureusement, le drame syrien n'est peut-être que, je ne dirais pas que, en tout cas, c'est peut-être pas le seul drame auquel nous avons assisté. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai très peur que le futur volcan qui va exploser dans la région sera le volcan égyptien. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Il y a eu la révolution du 25 janvier a perdu la bataille. Ils sont revenus au pouvoir. Et je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, que moi je considère comme une phrase extrêmement stupide d'un leader israélien qui a dit ce que la force ne peut pas résoudre, une force plus grande peut le faire. Pour moi, il n'y a rien de plus stupide que cette phrase, parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que quand vous exercez de la violence sur un groupe, sur un État, il y a des effets pervers, ça se révèle. Quand vous exercez davantage de force, davantage de violence, bien vous allez avoir des effets pervers. Davantage de violence, et c'est là. C'est l'escalade. Or, en Égypte, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est exactement l'application de cette force. C'est-à-dire ce que la dictature de Moubarak n'a pas réussi à faire, la dictature des Sisi, qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus brutale, on espère le faire. C'est-à-dire plaquer le peuple égyptien par terre et faire en sorte qu'il se soumette ad vitam aeternam. Pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une autre révolution du 25 janvier, et celle-là, elle risque d'être beaucoup plus brutale, beaucoup plus violente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette phase de destruction, à la limite nécessaire, obligatoire, inévitable, elle va continuer. Et qu'il faut s'attendre de l'autre côté de la Méditerranée, malheureusement, à des séismes encore plus violents. Et encore, pour une raison très simple, c'est que les peuples n'en peuvent plus. Les peuples ne peuvent plus être gouvernés par des États. Si vous voulez, les peuples arabes se sont développés beaucoup plus vite que leurs États. Dans les années 50, dans les années 60, c'était l'inverse. C'était des États, par exemple, Bourguiba était dans une Tunisie sous-développée, et ils tractaient littéralement la Tunisie. Puis à un moment donné, c'était fini. C'était les peuples qui tractaient les États. Il n'y avait plus je dirais, ce rapport sain entre un peuple et son État. Aujourd'hui, tous les peuples, la plupart des peuples arabes sont en guerre contre leurs États, ou leurs États, parce qu'ils ont été confisqués par des élites corrompues, sont en guerre corrompue. Alors, une fois qu'on a compris cela,
une fois qu'on a compris cela, il faut savoir comment est-ce que, si vous voulez, qu'est-ce qui est en train de, maintenant, d'être construit. Parce que je vous ai décrit, si vous voulez, la moitié du verre vide. Qu'est-ce qui est détruit? Et pourquoi c'est détruit? Et pourquoi ça va être encore détruit? Et pourquoi ce processus sismique et cataclysmique et volcanique va encore continuer? Mais alors, qu'est-ce qui se prépare derrière? Qu'est-ce qui est en train d'être construit? Quelle est la moitié du verre plein? Alors, il y a aujourd'hui, dans le monde arabe, et ça il faut bien comprendre, les deux projets fondamentaux pour reconstruire sur les décombres. Parce que quand la phase volcanique sera terminée, vous savez comment ça fonctionne dans un volcan? Ça explose, et ensuite il y a un moment où les terres qui sont autour des volcans sont souvent les terres les plus arables, les plus productrices. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez dans tous les pays du monde, les paysans s'accrochent au volcan, parce que ça permet de très très bonnes récoltes. Pareil dans ce cas-là, nous sommes en train de préparer déjà l'alternance une fois que toute cette phase sismique, toute cette phase volcanique sera terminée. Alors il y a deux projets que moi j'appelle le projet peuple des citoyens et le projet peuple des croyants. Ce qu'on appelle le projet islamiste, et sur lequel tout le monde a fantasmé pendant un certain temps, c'est ce projet du peuple des croyants. Le peuple des croyants, c'est la caricature de ce projet, c'est le califat de Daesh. Je voudrais attirer l'attention, surtout de ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire et la géographie de cette partie du monde, qu'il y a eu en réalité dans le monde deux guerres. Il y a eu la guerre entre le mouvement démocratique et la dictature, mais il y a eu une guerre dans la guerre entre le mouvement islamiste radical et le mouvement démocratique. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles la Tunisie a failli basculer dans la violence, c'est que dès le départ, quand on était au pouvoir, on a eu affaire au terrorisme, donc des bandes islamistes armées. Et ce terrorisme avait un seul et unique objectif, c'est d'empêcher la Tunisie donc, de basculer dans cet état, dans cette démocratie que nous voulions, le peuple des citoyens. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dès les années 80, tout le monde savait que les dictatures allaient être abattues, soit de façon pacifique, soit de façon armée. Qui allait prendre le contrôle? Eh bien, il y avait d'une part ce projet que j'appelle le peuple des croyants et le projet que j'appelle le peuple des citoyens. Et ce sont maintenant, ces projets-là sont en train de se confronter parfois militairement et de façon extrêmement brutale. Ce qui s'est passé en Tunisie les 3 dernières années, ça a été ça. Il fallait résister un peu à ces attaques terroristes qui ne voulaient absolument pas que la Tunisie réussisse, qui ne voulaient absolument pas que la Tunisie devienne justement cette étape sociale et d'un pour les citoyens que nous voulions. Et la future guerre, si vous voulez, n'est pas contre la dictature, parce que la dictature, en tout cas telle que nous l'avons connue, va probablement céder la place progressivement. Tôt ou tard, toutes ces dictatures sont... Et là, je ne fais pas de la méthode Coué. D'abord, c'est comme ça que ça s'est passé dans tous les pays du monde, et ensuite, parce que, encore une fois, il y a des conditions objectives. Aujourd'hui, nous sommes de classe moyenne, ce que les gens disent, où il y a l'éducation est extrêmement présente, où les femmes sont de plus en plus présentes sur la vie, où les jeunes sont maintenant des générations digitales, comme on dit. On ne fait pas des dictatures avec ce genre de structure. Et c'est ça ce que nos gouvernants n'ont pas compris. Donc, si vous voulez, ce qui va être en préparation, c'est très probablement cette lutte qui va être difficile entre ces deux projets, peuple des croyants, peuple des citoyens, mais très vraisemblablement, c'est le projet peuple des citoyens qui va l'emporter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce projet peuple des croyants, ce n'est que le dernier avatar des dictatures. C'est-à-dire que nous avons essayé toutes les dictatures. C'est toujours le même système, sauf qu'il y a une fois un masque nationaliste, une fois un masque nationaliste arabe, une fois un masque communiste, ça a été expérimenté dans le sud Yémen, et où le masque islamiste, c'est toujours l'État totalitaire contre l'État démocratique qui est lui
a pour objectif de créer un peuple de citoyens et non pas un peuple de sujets qui soient croyants ou pas. Donc, si vous voulez, voilà, le schéma est, nous sommes dans la phase destructrice. Mais il ne faut pas que cette phase destructrice nous trompe. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se laisser aller. Donc, ce processus, malheureusement, va se continuer pendant un certain nombre d'années, je ne sais pas combien. Il va y avoir encore l'explosion, il va y avoir encore des séismes, il va y avoir encore des drames humains. Mais derrière tout cela se profile un peu ce qui s'est profilé en Europe, ce qui s'est profilé en Chine, la phase de reconstruction. Et cette phase de reconstruction va être complexe, difficile, parce qu'il faut encore se débarrasser du dernier avatar, si vous voulez, de la dictature, qui est donc la dictature de type religieux, pour arriver enfin à la création de cet état d'équilibre qui sera un état démocratique, social et peuple de citoyens, en tout cas pour lequel je continuerai à me battre jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour vous ici? Là, je vais m'adresser aux étudiants tunisiens pour leur dire, ce projet, c'est vous qui l'avez réalisé. Ma génération à moi, nous avons été une génération intermédiaire. La génération de mon père, nos pères à nous, se sont battus contre la colonisation pour devenir des États indépendants. Ma génération à moi, ça a été la génération qui s'est battue contre la dictature pour mettre en place donc cet État démocratique, social, ce peuple citoyen. On n'est pas encore arrivé, parce que ce sont des processus lents, des processus difficiles. La France n'est pas devenue ce qu'elle est en l'espace. La Révolution française, elle a commencé en 1789. On peut dire qu'elle a réalisé à peu près quelques-uns de ses objectifs en 1870, après quand il y a eu la Troisième République. Mais regardez ce qui s'est passé entre le temps. Il y a eu la Restauration, il y a eu Napoléon III, etc. Donc, ces processus qui amènent un peuple à devenir un peuple souverain sont des processus complexes, longs et transgénérationnels. C'est-à-dire, ça ne peut pas se réaliser en une génération. Ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Europe, ça a été un problème de génération. Alors, moi, ce que je n'arrête pas de dire à nos jeunes, c'est voilà, nous on fait une partie du travail. Maintenant, c'est à vous de continuer. C'est à vous de vous battre pour effectivement qu'on arrive à cette phase de reconstruction sur les décors. Il ne faut pas vous laisser intimider par le bruit, les cris, le sang, parce que malheureusement, tous les peuples sont passés par là. Il faut que vous soyez dans cette phase de reconstruction et donc de prise du relais. Il s'agit de relais. Les générations se transmettent le relais. Les nations se construisent sur ça, sur le relais de génération en génération. Bon, maintenant, pour les étudiants français, ici présents, je voudrais dire deux choses. Quand j'étais aux affaires, je disais toujours à mes collaborateurs que quand on parlait de l'affaire libyenne, on disait que l'affaire libyenne, c'est une question de politique étrangère. Je dis non, c'est pas une question de politique étrangère, c'est une question de politique intérieure. Je crois qu'ici, il est temps que pour les Français qui se rendent compte que ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas une question de politique étrangère, c'est une question de politique intérieure. Ça me paraît tellement évident. L'impact de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée est important sur ce qui se passe ici. Je ne vais pas vous faire un schéma, je pense que c'est une idée qui est facile à comprendre. Ce que je voudrais dire aux Français et aux Européens de façon générale, c'est que pour moi qui suis un observateur extérieur et en même temps sympathisant, en même temps donne de bonnes dispositions pour moi, l'Europe et la France de façon particulière, surtout l'Europe, a réalisé dans ce monde quelque chose de miraculeux. Je ne suis pas sûr que les Européens sont capables, se rendent compte du miracle qu'est l'Europe. C'est-à-dire cette institution extraordinaire où 27 pays de langues différentes, de culture, entre guillemets, ou moins de sous-cultures différentes, sont capables de travailler ensemble, de vivre ensemble, d'organiser un espace commun ensemble, etc. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce miracle-là qui doit être absolument sauvegardé par tous les moyens. De toute façon, pour nous, c'est le modèle. C'est-à-dire que moi, il y a 2 années, lors d'un sommet arabe, j'avais dit à mes collègues, voilà, la Ligue arabe, c'est fini, c'est terminé.
notre modèle, c'est le modèle européen, il faut que nous soyons nous aussi capables de créer une union arabe sur le modèle de l'Union européenne, c'est-à-dire un espace commun, ouvert, etc. Évidemment, tout cela c'est passé par-dessus leur tête, parce que c'est malheureusement des gens qui sont dans un autre paradigme, pour ne pas dire dans une autre époque, mais ce problème se posera un jour, quand il y aura des États démocratiques. L'Union européenne sera le modèle de l'Union arabe. Par contre, j'ai l'impression que, là aussi, en tant qu'observateur externe, que l'Europe a commis 2 fautes stratégiques énormes. La première, c'est d'avoir, je dirais, voulu étendre son influence trop près de l'ours russe, notamment en voulant s'emparer de l'Ukraine, alors que ce sont des chasses gardées. Et ceci a eu pour effet de bloquer, à mon avis, la démocratisation interne de la Russie, et ça a eu pour effet, à mon avis aussi, le fait de renforcer le militarisme russe, de renforcer les peurs d'être encerclés. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons les pots cassés, parce que l'intervention militaire en Russie, l'intervention militaire russe en Syrie, c'est la réponse du berger à la bergère. Vous intervenez dans notre chasse gardée qui est l'Ukraine, nous intervenons dans votre chasse gardée qui est le Moyen-Orient. Donc, ça c'est une erreur stratégique. La deuxième erreur stratégique, c'est d'avoir laissé tomber, entre guillemets, le printemps arabe. Et là, je mesure mes mots. Laisser tomber le printemps. L'Europe ne s'est pas mobilisée comme je l'avais espéré pour nous aider, notamment pour aider la Tunisie. On nous a payé de bons mots, on nous a dit oui, c'est bien, vous êtes vraiment des gens sympathiques, c'est faux, qu'est-ce que c'est. Mais, question, quand il a fallu lutter contre le terrorisme, on a eu des armes turques. Il a fallu développer notre économie, on a eu de l'argent qatari. L'Europe est restée très très largement regardée, comme si la chose ne l'intéressait pas. Et ça, c'était quand même quelque chose qui m'a beaucoup surpris, et qui m'a beaucoup déçu, et qui m'a beaucoup peiné aussi. Alors, à l'époque, j'avais dit à tous les chefs d'État européens que j'avais rencontrés que nous étions plombés par le service de la dette. Et que notre révolution a été une révolution sociale, et que si on ne donne pas du travail à nos 300 000 jeunes diplômés chômeurs, l'expérience démocratique ne tiendra pas. Et j'avais demandé qu'on transforme une partie de nos dettes en projet de développement. Nous devons à la France 1200 millions d'euros. J'avais proposé de dire, est-ce qu'une partie de cette dette ne peut pas être utilisée, par exemple, pour développer des infrastructures tunisiennes par des entreprises françaises sur le budget de cette dette. On a trouvé une idée intéressante, mais on a eu quoi? Sur les 1200 millions d'euros, on a eu 60 millions d'euros, peanuts. Avec les Allemands, on a eu 30 millions. Avec les Italiens, 25 millions. Peanuts. Peanuts, parce que de toute façon, dans les budgets des États européens, c'est vraiment pas grand-chose. Mais dans le budget de l'État, la Tunisie, 10 millions d'habitants, c'est énormément de choses. Si on avait accepté, si vous voulez, on aurait pu vraiment faire quelque chose, développer le pays et donc donner plus d'assurance à la démocratie. Et je crois que l'Europe est restée totalement, comment dire, presque insensible à ce qui s'est passé en nous payant de bons mots, en ne comprenant pas que s'ils n'interviennent pas massivement sur le plan économique, politique, éventuellement militaire en Syrie pour contrer ce que j'appelle le Néron arabe, eh bien, les implications vont être extrêmement graves sur l'Europe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, l'afflux des migrants syriens et tous les problèmes qui se posent, à mon avis, ce n'est que le début d'un processus. Parce qu'imaginez un peu, qu'est-ce qui passerait demain si l'Égypte explose? L'Égypte, 90 millions d'habitants, imaginez un peu ce que ça peut donner. Imaginez que le Maghreb explose, imaginez ce que ça peut avoir comme répercussion. Donc une politique préventive, une politique de coopération intensive sur le plan économique et politique est une nécessité absolue pour la sécurité de l'Europe. Et là, je m'adresse aux futurs leaders que vous allez être, les étudiants français, etc. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que l'autre côté de la Méditerranée, c'est la porte à côté. Que quand vous avez des villas et que de l'autre côté de la rue, la maison qui brûle, ne vous faites pas d'illusions, ça va vous arriver tôt ou tard. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à des politiques interventionnistes, à des politiques coloniales, etc. Je suis le premier à m'opposer à ça, mais ça veut dire qu'il faut reconsidérer
l'ensemble du problème, non pas de façon, voilà, il y a l'Europe de côté et de ce côté-ci, il y a le monde méditerranéen, et ce sont deux mondes qui sont différents, de considérer la problématique dans une structure, de la considérer comme une entité, de considérer cela comme quelque chose un système dans lequel nous sommes tous impliqués, et où, comme dans n'importe quel système, quand ça va mal dans une partie du système, forcément ça réagit sur l'ensemble du système. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Oh mon Dieu, je crois que c'est très bavard, je vais m'arrêter. Parce que vous savez comment sont les hommes politiques, une fois qu'ils commencent, ils savent commencer, ils ne savent pas s'arrêter. Alors je vais m'arrêter en espérant d'avoir répondu un peu à quelques-unes de vos interrogations. Et bien entendu, je vous cède tout de suite la parole pour pouvoir terminer cette soirée et ce débat. Mais juste un mot pour dire que, notamment pour les étudiants tunisiens, les étudiants d'origine arabe qui sont ici, c'est que, si vous voulez, accepter l'idée que nous sommes dans une phase de destruction et que derrière cette phase de destruction, il y a une phase de reconstruction, et que c'est toujours comme ça, c'est une idée qu'il va falloir qu'ils gardent parce que, elle les protège, et je pense que c'est valable pour chacun, elle les protège contre l'optimisme béat, c'est-à-dire, oui, nous avons gagné, etc., tout va aller dans. Et à ce moment-là, dès les premières difficultés, c'est l'abattement. Donc ça vous protège contre ça, mais ça vous protège aussi contre le pessimisme et le découragement, parce que vous savez que derrière ces forces de destruction, il y a des forces de construction. Alors il y a un mot célèbre pour décrire cette attitude, c'est-à-dire le pessimisme. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, c'est un écrivain palestinien. Vous savez à quel point la Palestine est actuellement soumise à quel stress, et qui explique bien en disant que pour pouvoir survivre dans ce monde, il faut être aussi optimiste. Donc c'est peut-être à cette attitude-là que je vous engage. Il faut garder l'esprit capable d'analyser les faits, d'accepter toute cette horreur, cette violence, ces échecs, etc. Mais en même temps, de jamais céder. Essayer de garder toujours cette force de construction, cette foi dans la construction. Et je pense que vous serez ainsi. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai survécu à plein d'épreuves en ayant cette attitude. J'espère que ceci vous aidera, en tout cas certains d'entre vous. Voilà, merci beaucoup, merci de votre patience et à vous. Maintenant. Donc vous pouvez lever la main si vous avez des questions à poser. Je ne vous garantis pas que vous aurez tous l'occasion de poser une question, vous êtes très nombreux, je pense que vous avez beaucoup de questions à poser, mais on va essayer de faire au mieux. Donc essayez d'être clair, essayez d'être précis dans ce que vous allez demander, et Monsieur le Président chargera, j'espère, de la réponse. Bonsoir, c'est Madame Jean-Luc. Je m'appelle Inès Angèle, je suis étudiante en institut politique. Alors, je voulais vous poser une question. Comment pouvez-vous expliquer le fait que, malgré que Bougui va rester un dictateur, comment pouvez-vous expliquer qu'il garde quand même une bonne image dans l'imaginaire collectif tunisien, relativement bien sûr. Est-ce que, comme disait tout celui qui meurt a les jambes qui s'allongent, ou est-ce que tout simplement vous pensez qu'il a tout de même causé de bonnes bases pour la société tunisienne?
la raison pour laquelle Bourguiba a gardé si bonne image dans le fait qu'il est Bonjour, je ne suis pas tunisien, je suis marocain et j'ai une énorme respect pour vous, M. Mouzori, parce que vous êtes l'homme du bloc historique. Vous êtes l'homme du bloc historique en Tunisie et je suis un peu étonné en fait du discours que vous avez porté ce soir. Je suis un peu étonné de l'histoire du discours de la fin de l'histoire. Vous avez porté le discours de nous allons tous vers la démocratie, nous sommes un pays de classe moyenne. Nous allons vers le modernisme et le conflit, c'est le modernisme contre le peuple des croyants, contre le peuple des citoyens, les modernistes contre les islamistes. Ça m'étonne en fait que vous disiez ça, alors que, parce que si vous dites ça, M. Mouzori, pourquoi n'avez pas soutenu M. Sepsi? C'est sur ça qu'il a gagné l'élection. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Mouzori? Vous avez su, pourtant vous saviez que quand le peuple tunisien a dit dégage, quand le peuple tunisien a dit Erhad, il n'a pas dit Erhad à Ben Ali, il a dit Erhad al-Hagra. Il a dit la pauvreté. Vous savez que la lutte n'est pas une lutte pour la démocratie en réalité, c'est une lutte pour la société, pour les dominés, pour les pauvres, pour les démunis. Quand vous parlez de la France, vous dites la France, un pays de démocratie, de prospérité, pourtant la France prouve tous les jours que ce n'est ni un pays de démocratie, ni de prospérité, ni de richesse, ni rien du tout. Les banlieues le prouvent tous les jours. Alors pourquoi vous dressez ce constat ultra facile, ultra BFM TV, des modernistes contre l'islamisme, du peuple des croyants contre le peuple des citoyens? La fin de l'histoire. On peut prendre encore 3-4 questions, comme ça je réponds à 5 des groupes de 5 questions. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, j'avais juste une question sur un point de votre discours. Vous posez formellement le peuple des croyants au peuple des citoyens. Alors, Narda, on le met dans quel cas? Peuple des croyants ou peuple des citoyens? Bonsoir, Monsieur le Président. J'aimerais bien d'abord faire une remarque. Il y a énormément de partisans de votre esprit rationaliste. Et j'espère que ça continuera. Vous avez parlé de 2 exemples historiques pertinents. Par conséquent, vous avez peut-être aussi survolé le côté méditerranéen à travers l'histoire, comme disait Brodel. Les montagnes méditerranéennes, qu'elles soient versant Europe et qu'elles soient versant Maghreb et Afrique, elles ne sont que productrices d'hommes et de femmes à l'usage d'autrui. C'est un grand maître de la pensée historique française et c'est un grand analyste. Malheureusement, pour le côté nord de la Méditerranée, ça a changé. Et beaucoup de, comment dirais-je, Suisses, etc., les montagnards, les régions-là, ont cessé d'être simplement à usage d'autrui. Mais il y avait une axiologie interne des forces historiques pour qu'on arrive quand même à ces résultats-là. J'aimerais bien, pour ne pas, comment dirais-je, aller un peu plus loin dans l'histoire, dans cette région, il y a aussi cette fait presque de vanité, ces faits de vanité pour les autres, surtout ceux qui ont exercé le pouvoir, de mettre l'accent, comme disait mademoiselle, sur le fait éducatif. Mais maintenant, et depuis au moins 20 ans, on est dans une situation de diplômosclérose où ce sont plutôt les diplômés qui sont, comment dirais-je, qui paient les pots cassés. Personne n'a trouvé les solutions, comment dirais-je, plus ou moins attendues depuis au moins 20 ans. Autre chose, et j'en aurais terminé, et je vais terminer, le pouvoir au niveau tunisien, pour ne pas aller plus loin,
a été toujours caractérisé par le centralisme absolu de Dieu. Soit du côté des Beys, soit du côté du pouvoir colonial, soit du pouvoir qui a été exercé jusqu'à nos jours et qui continue à s'exercer. Nous avons un maillage de l'espace sélectif qui a fait que toutes les révoltes, du côté du Bey comme du côté de l'époque coloniale, comme actuelle, qui se sont, déclarées dans les régions plus ou moins déshéritées. Et vous vous rappelez très bien que Ibn Khaldun, d'où il est parti, vous vous rappelez bien des Aziz, d'où il est parti, et ce centralisme-là aurait pu, surtout durant votre période d'exercice du pouvoir, aurait pu être contrebalancé par l'exercice de la démocratie locale, à savoir des municipalités en allant vers le pouvoir central. Merci. Si vous voulez, je vais tout de suite mettre les points sur cette histoire de croyant, non-croyant, pour qu'il n'y ait pas de répétition, parce que ce n'est pas la peine de partir sur si vous voulez, sur un malentendu. D'abord, moi, je suis un non-croyant, ok, et donc, de toute ma vie, je n'ai jamais opposé, j'ai toujours refusé complètement et catégoriquement l'opposition islamiste laïque. Et toute ma vie a été basée sur le principe de dire que la ligne qui partage, la ligne politique, c'est entre les démocrates et les non-démocrates. Que dans les démocrates, il y a des islamistes qui ont accepté d'adhérer à la démocratie. Et moi, je ne leur fais aucun procès. Et qu'il y a des laïcs qui sont des démocrates. De l'autre côté de la barrière, il y a des anti-démocrates dans lesquels il y a des islamistes et il y a des laïcs. Et moi, si vous voulez, la ligne de partage dans toute ma vie politique et intellectuelle, ça a été cela. Donc, moi, je rejette les islamistes antidémocratiques, et c'est eux qui veulent ce que j'appelle la République des Amir al-Mu'minin. C'est quoi Amir al-Mu'minin? C'est le prince des croyants. Donc le califat, c'est quoi? Le califat, c'est nous allons constituer un État qui est basé sur le prince des croyants et les croyants. Donc ça, pour moi, c'est hors de question. Encore une fois, donc, la ligne de partage, elle est entre les démocrates et les antidémocrates. Dans les antidémocrates, il y a des laïcs et il y a des islamistes. Je vais toujours refuser de travailler avec les islamistes armés antidémocratiques, que je rejette. Et de la même façon, j'ai rejeté les laïcs antidémocrates. Et il y en a. Alors quelqu'un m'a parlé des sepsis. Pour moi, les gens qui ont contribué à la dictature sous le régime Ben Ali, qui ont été dans les rouages de l'État, qui reviennent aujourd'hui par la démocratie, pour moi, ils sont toujours suspects. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je continue à considérer qu'il y a malheureusement un retour de l'ancien régime par le biais de la démocratie. Mais comme je suis un démocrate qui accepte le jeu démocratique, j'ai accepté. Mais je reste totalement aussi bien éloigné des gens de l'ancien régime que des islamistes antidémocrates. Des islamistes démocrates qui ont accepté, moi, le NADA, j'ai fonctionné avec eux, j'ai parlé avec eux. Maintenant, quand je parle de projet, le projet de Khilafah, califat, le projet du prince des croyants, le projet de l'État basé sur la violence de l'État religieux, le principe de l'État de dire que la loi n'est pas la loi faite par les hommes pour les hommes, mais c'est la loi divine, la charia, moi je rejette ça. Je suis pour le peuple des citoyens, et dans le peuple des citoyens, j'implique tout le monde qui veulent accepter la démocratie, la vie en commun, et dans lequel il y aura des croyants et des non-croyants. Moi j'accepte aussi bien les croyants que les non-croyants. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'oppose pas croyants et non-croyants, j'oppose démocrates et non-démocrates. Voilà mon credo politique sur lequel j'ai toujours fonctionné et sur lequel je vais continuer à fonctionner. C'est-à-dire que dans les mouvements politiques que je suis en train d'essayer de mettre en place, il y aura toujours cette distinction. Peu importe que vous soyez croyant ou que vous ne soyez pas croyant, moi-même, encore une fois, je suis croyant, mais je n'en fais pas un grand étalage, mais c'est une vérité. Mais pour moi, le problème est un problème politique. Comment on va régler le problème du système de santé, le système de la répartition de richesses, comment on va répartir les impôts, etc. Ce sont des problèmes politiques qui n'ont rien à voir avec la foi. La foi, c'est votre affaire personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va régler le problème des citoyens. Et donc, là, ma démarche à moi, c'est une démarche de dire, nous voulons des lois faites par les hommes, pour les hommes,
Nous voulons une république de citoyens et nous ne voulons pas de république de mollahs ou de ce qui se passe dans les États comme X et Y. Je ne vais pas les citer parce que c'est encore des questions très sensibles. Donc voilà, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Maintenant, pour ce qui est très rapidement sur Bourguiba, Bourguiba a été, encore une fois, a été un précurseur, a été un moderniste, jusque dans les années 80. Et puis dans les années 80, il a refusé, en 81, il a refusé les premières élections libres qui auraient pu faire de la Tunisie un État démocratique. Vous savez, en Tunisie, on a perdu 30 ans à cause de lui. À cause de lui. Si Bourguiba, en 81, avait accepté les premières élections, parce qu'il y a eu des élections libres pour la première fois en 81, Bourguiba a les achetés par eux, en disant « j'en veux pas ». Parce que c'était ses ennemis politiques qui arrivaient. Et si en 81, Bourguiba avait accepté que la Tunisie bascule vers la démocratie, on n'aurait pas eu tout ça. On serait à peu près actuellement au même niveau que la Grèce ou le Portugal. Mais il nous a empêchés de faire ça. Et c'est lui qui est à l'origine de l'installation de cet individu infâme qui s'appelle Ben Ali, qui est le dictateur par excellence, corrompu, incompétent, qui a amené ce pays à sa perte et qui a amené à l'explosion sociale. Donc oui, Bourguiba a joué un rôle important dans la mise en place de l'État moderne, mais il a joué un rôle important dans sa destruction. Maintenant, pour ce qui est de décentralisme, écoutez, la première chose que j'ai faite quand on est arrivé, c'est de dire on va faire des élections municipales. C'est les premières élections qu'il faut faire. À l'époque, on m'avait dit non, la période intermédiaire va durer 1 année. On n'a pas le temps. Il faut faire qu'on travaille. J'ai dit non, on va avoir 3 années au minimum, parce que je savais que toutes les périodes intermédiaires dans le monde, c'était entre 2 et 3 ans. Faisons les élections municipales, c'est absolument important. Ils n'ont pas voulu. Et Nada n'a pas voulu. Et ça, pour moi, c'est une grave erreur politique. Parce que si on avait fait les élections municipales, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ne serait pas encore dans le pouvoir. Donc ça, c'était une erreur majeure. Et ensuite, parce que je crois que la démocratie doit être une démocratie de base, on a introduit dans la Constitution le concept de province, donc de région, pour la première fois. Bien que la Tunisie soit un petit pays, il est question de diviser, encore une fois, ce pays au lieu de 25 gouvernements en 6 régions avec une grande autonomie sur le plan économique, en tout cas pour le développement régional ici. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette démarche, et je crois que la démocratie, elle est basale ou elle n'est pas. Si la démocratie, comme on est en train de faire, est une structure imposée d'en haut, avec rien, elle ne marchera pas. La démocratie doit être une démocratie basale, à partir des citoyens, et c'est un peu ce que nous avons construit. En tout cas, j'espère que vous allez aller. Voilà, je vous redonne la parole. Donc, ne revenez plus avec cette histoire de, s'il vous plaît, de croyant, pas croyant. Je pense que la chose est claire. Sinon, on va glisser sur des terrains qui n'ont absolument aucun intérêt. Alors, merci Monsieur le Président. J'aimerais repréciser un peu les choses. Alors, on vous demande des questions, pas des discours. Donc, c'est très intéressant et très enrichissant, mais essayez de raccourcir un peu. Ça prive les autres de pouvoir poser leurs propres questions. Merci. Bonsoir Monsieur le Président, Estelle Brio, je suis Polytechnique. Il a été confirmé assez récemment que la Tunisie rejoindrait la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak actuellement. Et je voulais savoir, étant donné que cette annonce intervient à un moment alors que la Tunisie fait face à une espèce de montée de cette mouvance islamiste, pensez-vous que la participation de la Tunisie à cette coalition consistera essentiellement en un échange d'informations pour peut-être mieux combattre l'État islamique dans le territoire tunisien, ou au contraire, est-ce que vous envisagez peut-être une participation militaire de la Tunisie à cette coalition? Merci. Bonsoir, Yoann Julien, étudiant français de l'école polytechnique. Vous annoncez la chute de l'Égypte, du Moyen-Orient, donc c'est la porte ouverte pour l'État islamique. Donc cet État islamique, s'il se répand jusqu'aux portes de la Tunisie, étant donné l'état de Libye, comment pensez-vous
que cette démocratie que vous annoncez aussi, qu'il y a qu'elle qui peut gagner, comment on va en fin de compte y arriver, puisque pour l'instant on voit que cette extension du pouvoir du califat islamique. Merci. Bonjour, je suis Bassem, étudiant en ingénieur Insta. Donc, j'aimerais savoir votre avis sur en fait, les frappes aériennes sur la Libye, menées en leur tête par la France. Parce que ce que vit actuellement la Tunisie, c'est surtout le fruit du chaos libyen, à savoir la libre circulation des armes. Donc, moi, j'aimerais savoir quel est votre avis à propos de cette intervention-là, et si c'est possible, l'opinion des généraux ici présents sur cette problématique-là. Merci. Monsieur le Président, Marwan Zouhi, étudiant marocain. Vous avez longuement parlé, décrit et analysé ce qui s'est passé dans les pays du printemps arabe. Sauf qu'il y a d'autres pays arabes qui n'ont pas connu ce printemps, typiquement les pays du Golfe, dans leurs différentes situations, l'Algérie, le Maroc, peut-être aussi la Mauritanie. Quelle est votre lecture de la situation, que ce soit pendant la période passée et surtout la période à venir de ces pays-là? Merci. Bonsoir, je vais vous poser des questions sur les droits de l'homme en Tunisie en fait. Vous êtes abolitionniste, je parle de l'aveuglement, vous l'avez rappelé il y a quelques semaines avec les moi je suis l'ancien président égyptien, mais je trouve que quand vous étiez président, vous ne l'avez pas dit assez. Quand il y a eu le vote sur l'abolition de l'aveuglement à la Constitution, si vous avez pris position haut et fort en Tunisie, je pense qu'il y aurait un débat et qu'on aurait pu voter l'abolition de l'aveuglement à la Constitution. La question c'est pourquoi on ne l'a pas fait. Et la question qui est appelée sur la droite aussi, c'est je parle de la loi 52 et de l'article 230 du code pénal. 40% de la population carcérale en Tunisie est en prison parce que c'est un jeune qui a fumé un joint. Donc quand on est en prison pendant 1 an minimum, on a détruit son futur. Et l'article 230, c'est à propos de l'homosexualité. L'homosexualité en Tunisie est un crime. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abrogation? Attendez, je vais répondre un peu à toutes les questions. D'abord pour la question de l'expansion de l'islamisme armé et la chute entre guillemets. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec en Égypte, j'ai dit que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va voir très probablement une nouvelle explosion en Égypte parce que ce qui a fait la révolution, c'était quand même les problèmes fondamentaux, les problèmes socio-économiques. Or, aujourd'hui, on revient exactement au même modèle de développement, au même modèle de fonctionnement autocratique, au même type de corruption. Vous avez très vraisemblablement suivi la mascarade des élections parlementaires. Donc tout cela va remettre la machine, c'est-à-dire la machine qui a été désamorcée en quelque sorte par l'explosion du 25 janvier, va remettre encore une fois la pression et ça risque d'exploser. Maintenant, comment ça, personne ne peut le savoir. Et encore une fois, il y a actuellement dans le monde arabe, il y a une compétition entre deux écoles de pensée, entre deux approches, entre deux projets.
Donc effectivement, le projet de l'islamisme armé, ce que j'ai appelé donc le projet du peuple des croyants, c'est-à-dire l'émir, le prince des croyants et les croyants, donc c'est l'État de Daesh, et puis ensuite le projet de l'État démocratique et social que moi je défends. Ouais, il y a un certain nombre d'autres, heureusement. Et donc, l'avenir, ça va être cette compétition qui risque d'être une compétition longue et féroce. Mais encore une fois, vous allez me dire c'est la méthode Coué, mais moi j'ai tendance à croire que c'est l'État national, l'État social, l'État démocratique que les Arabes veulent. La preuve est que lorsque les explosions sociales, les explosions ont eu lieu dans tous les pays du monde, il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on croyait ou à ce qu'on redoutait, de mot d'ordre islamiste. Les islamistes étaient pratiquement absents des manifestations, aussi bien au Caire qu'au Yémen. C'était les gens, et ça nous a surpris tous, y compris moi. Je veux dire qu'on voyait très bien que les peuples avaient une conception extrêmement saine de leur avenir. Ce qui les intéressait, c'était le travail, c'était la lutte contre la corruption, c'était la lutte contre la justice sociale. Ils n'étaient pas dans une perspective idéologique. Et ça s'explique par la structure de la population, par la structure des problèmes que les gens... Donc, l'État social où les gens comme moi viennent avec des propositions pour s'adresser aux véritables problèmes. Alors que l'islamisme armé, lui, vient avec des mots d'ordre idéologiques en rapport avec la foi, en rapport avec un mode d'exercice de l'autorité qui est complètement dépassé. Et donc là, nous avons effectivement à travailler contre ce projet-là. Maintenant, le résultat, encore une fois, moi je crois à ce que nous sommes portés par la l'histoire, mais ça ne sera certainement pas une chose facile à réaliser. Alors, pour l'histoire de l'intervention libyenne, les généraux, etc., moi je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je dis une chose, c'est que, encore une fois, l'Europe doit considérer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée comme des affaires qui les intéressent. Nous aussi, les Maghrébins, nous devons considérer ce qui se passe en Europe comme quelque chose qui nous intéresse directement. Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que la révolution a eu lieu en Tunisie en 2010 ? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu en 1994 ou plus tard ? Eh bien parce que tout simplement, c'était en lien avec la crise économique qu'il y avait en Europe en 2008. L'économie tunisienne est si liée à l'économie européenne que quand ça a commencé à aller mal en Europe, les répercussions sur la Tunisie ont été énormes. Et c'est ça qui a fait qu'il y ait la révolution. Donc nous sommes dans un système, nous sommes unis par des relations qui sont d'une complexité et d'une interaction telle que ni la sécurité de l'Europe, ni le développement démocratique dans le bassin sud de la Méditerranée ne peuvent se faire l'un sans l'autre. Et donc il faut trouver des modalités de fonctionnement pour qu'il y ait des politiques coordonnées pour poursuivre les mêmes objectifs. Parce qu'en fin de compte, nous voulons tous le développement de la démocratie, le développement de la paix, le développement de l'économie des deux côtés de la Méditerranée. Et je pense que c'est cette nouvelle approche qui manque actuellement. Moi, quand je vois, par exemple, comment Sisi est reçu en Europe, dans les grands pays démocratiques, je me dis, les amis européens n'ont rien appris. Ils sont en train de recommencer les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs qui consistent à croire que pour avoir la sécurité de l'autre côté de la Méditerranée, il faut avoir de bons dictateurs. Mais cette technique-là, elle a été utilisée. Ben Ali a fait le bon dictateur, Kadhafi a fait le bon dictateur. Tous ont essayé de faire les bons dictateurs, c'est-à-dire les gardiens de parking. Parce qu'en fin de compte, l'idée c'est qu'il y a les quartiers bourgeois, et puis ensuite il y a la banlieue dangereuse. Et puis pour tenir la banlieue dangereuse, ils font de bons dictateurs. Mais ça va marcher, et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La seule façon d'avoir la paix dans ces quartiers bourgeois, c'est de développer les quartiers périphériques. Ce qui est valable pour la ville de Paris est valable à grande échelle macroscopique. C'est une question de bon sens. Mais pour le moment, le bon sens n'a pas l'air d'être la chose qui prime le plus, malheureusement. Alors pour les histoires des autres pays arabes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je veux dire que partout, l'État autoritaire, l'État corrompu est en crise. Il n'est plus capable de répondre aux besoins de la population. Alors de deux choses, ou il s'amende et il fait des réformes réelles et profondes, et à ce moment-là, il évite l'explosion, ou il va à l'explosion, quels que soient les mécanismes de coercition ou d'achat du temps. Parce que dans les pays du Golfe, par exemple, on achète du temps. L'économie rentière permet d'acheter du temps.
mais on achète du temps. Mais en fin de compte, ça va exploser. Dans les pays du Maghreb, il y a ceux qui ont aussi achètent du temps avec la politique, avec l'argent du pétrole, et ceux qui, à mon avis, n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans des réformes profondes pour éviter l'explosion. Sinon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de raison pour que dans un pays on explose et qu'ailleurs on n'explose pas. Quand on arrive à un niveau de corruption, de chômage, de brutalité, etc., ça fait. Il n'y a pas photo. Alors, qui va maintenant dans les pays arabes tenir la leçon, comprendre la leçon et faire des réformes fiscales, des réformes économiques, des réformes éducatives, des réformes politiques qu'il faut pour ne pas exploser? Ça va dépendre de l'intelligence politique des uns et des autres. Alors pour les histoires des droits de l'homme, pour l'histoire de l'article 230, de toutes les façons, moi je suis pour qu'on évite de remplir les prisons. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour libérer le maximum de gens. Je pense que, honnêtement, la criminalisation du délit d'homosexualité, à mon avis, aggrave la situation dans la mesure où il livre malheureusement des êtres pratiquement démunis de toute possibilité de défense aux pratiques même contre lesquelles on veut combattre. Donc pour moi, de toutes les façons, encore une fois, pour moi, l'égalité, la dignité des êtres humains n'est pas à discuter. Alors quand vous racontez que je n'ai pas fait assez pour la peine de mort, je suis désolé, mais vous ne connaissez pas l'histoire. J'ai beaucoup fait pour promouvoir donc la peine, pour faire. Non, attendez, c'est pas un lapsus. Pour promouvoir le combat contre la peine de mort. Je suis quelqu'un. Je vais vous raconter une histoire. Moi, la peine de mort, je comprends ça depuis 86. Amnesty International m'avait envoyé à l'époque à l'île Maurice, parce qu'il y avait 6 personnes qui devaient être pendues. Donc, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et j'avais bien appris ma leçon pour essayer de convaincre les dirigeants de ne pas appliquer la peine de mort. Et je suis très content parce qu'effectivement, les 6 personnes n'ont pas été. Quand je suis arrivé, ça c'est pour la petite histoire, quand je suis arrivé au palais de Carthage, la première des choses que j'ai demandé, c'est de m'amener la liste des condamnés à mort. Il y en avait 200. Et ces 200 personnes étaient condamnées à mort parfois depuis 20 ans. Ben Ali n'osait pas ni les gracier, ni les faire pendre. Premier acte, ça a été de commuer leur peine. Donc il y a 200 personnes dont la peine a été commuée le premier jour où je suis arrivé à Carthage. Donc ça je pense que j'ai fait quelque chose pour la peine. Ensuite, quand il y a eu la discussion de la Constitution, j'ai envoyé une lettre officielle à la Constitution en demandant que la peine de mort soit abolie. Et j'en ai parlé, j'ai fait du lobbying auprès de toutes sortes de députés, mais que voulez-vous, je n'ai pas été suivi. Parce que la grande majorité, c'était les députés d'Ennahda qui ne voulaient pas entendre parler, dans la mesure où ils m'opposaient des textes sacrés. Moi, je leur opposais la sociologie, la politique, je leur opposais les droits de l'homme, ils m'opposaient des textes, des paroles de Dieu. Et là, à ce moment-là, vous êtes démunis, donc, ils n'ont même pas voulu entendre parler. Et j'ai continué, et je vais continuer. J'espère que la Tunisie sera le premier pays à abolir la peine. En tout cas, je vous garantis que je n'ai pas abandonné et je ne vais pas abandonner. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des autres? Ah oui, la coalition. Oui, alors là, encore une fois, la problématique s'était posée au moment où j'étais aux affaires et j'ai dit, écoutez, excusez-nous, mais on a vraiment d'autres chats à fouetter. Et excusez-nous, mais nous, on ne veut pas attirer sur nous, nous sommes dans une situation très fragile, laissez-nous tranquilles avec cette histoire. Après, le gouvernement qui est arrivé après moi a fait ce qu'il a voulu, mais pour moi, la lutte contre le terrorisme, c'était... évidemment, il faut que la Tunisie coopère de façon... Surtout que nous sommes aussi un pays qui exporte. La Tunisie est un pays bizarre, parce que c'est le pays où il y a le mouvement des droits de l'homme le plus fort, le mouvement démocratique le plus fort, etc. Mais aussi nous exportons aussi des terroristes dans les champs de bataille en Syrie, et en quantité non négligeable. Moi, j'avais demandé, dès mon arrivée au palais de Carthage, de travailler sur la question
Et toute une équipe qui a travaillé sur la question, et on était arrivé à la conclusion que c'était d'abord souvent des jeunes complètement désaculturés, des gens les plus pauvres, et que si nous voulions faire une politique de lutte contre Daesh et contre la daeshisation, si je puis dire, de la Tunisie, il nous fallait non seulement des politiques répressives, l'armée, la police, mais il nous fallait surtout des politiques éducatives, des politiques de discussion, d'ouverture, de dialogue avec la frange islamiste qui donne ces terroristes. On m'a beaucoup reproché, par exemple, de recevoir les salafistes. Ça a été une affaire incroyable. Oh, Marzouki reçoit les terroristes. Et tout le monde répète cette ânerie jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'en fait, c'était une partie d'un projet qui était bien pensé, stratégiquement bien étudié par tous les collaborateurs. On dit, voilà, pour lutter contre ces filières, il faut aller vers la fraction islamiste qui était restée en dehors du pouvoir, qui était la fraction salafiste. Nous savions que dans cette fraction salafiste, c'était tout un spectrum, qu'il y avait une fraction qui n'était pas pour la lutte armée et qu'une autre était pour la lutte armée, et que donc il fallait discuter avec cette fraction qui était contre la lutte armée. On lui dit, venez, discutons, parlons, essayez-vous de faire des jeunes pour que justement ils ne désespèrent pas de la Tunisie et ils n'aillent pas en Syrie. Et tout ce travail donc, de longue haleine, d'apprivoisement, cette fraction qui n'était pas encore totalement démocratisée et qui pouvait basculer si on pouvait lui donner. Tout ce travail qui a été fait, malheureusement, a été détruit parce qu'aujourd'hui, on arrête, on revient aux techniques d'arrêter tout le monde, d'arrêter à l'appel, de ne pas faire de différence, de ne pas voir le spectre, de ne pas voir la complexité, de mettre tout le monde dans le sac. Et ça va être effectivement un vrai choix catastrophique parce que au lieu de récupérer un certain nombre de gens pour la démocratie, il faut projeter un certain nombre de gens vers la dictature, vers le régime. Et donc, moi je milite pour une approche intelligente, une approche complexe, une approche multidimensionnelle de la lutte contre le terrorisme. Mais faire des lois antiterroristes, faire dans le tour répressif, ça a été tenté par Ben Ali, ça n'a strictement rien donné. Alors on va encore prendre deux questions. Réfléchissez bien à vos questions. Bonsoir à tous, Monsieur le Président. En fait, vous avez parlé pour l'Union arabe. Est-ce que vous pensez qu'il faut parler au bien français en avant de l'Union parler bien? Comment? Et c'est quoi votre vision pour trouver une solution entre l'État algérien et marocain? En fait, vous avez parlé à propos de l'Union arabe. Vous avez parlé à propos de l'Union arabe. Est-ce que, avant qu'on pense à l'Union arabe, il faut penser à une Union maghrébine? Oui, exactement. Et c'est quoi votre vision pour trouver une solution à propos des problèmes entre l'État algérien et l'État marocain? Bonjour, Ayoub Saris, étudiant marocain en école. Je voudrais juste savoir ton avis personnel à propos d'un livre qui est assez répandu dans le monde arabe. En fait, les intellectuels dont vous faites partie font toujours l'analogie avec la Révolution française. Mais la Révolution française était dans une grande partie une révolution de pensée, mais la révolution tunisienne et le printemps arabe était plutôt une révolution de famille et causée par des conditions économiques assez difficiles. Et donc, l'analogie avec la Révolution française est plus valable. Et donc, les révolutions sont gagnées une fois. Alors, la dernière question, celle-là, elle vous est offerte par Monsieur le Président. Merci.
Président. Nourallah Ahmed, étudiant, élève ingénieur en génie atomique à Saclay. Donc ma question c'était que, elle est en rapport avec le prix Nobel de la paix. On sait que c'est une concrétisation du processus du dialogue national basé sur le consensus politique et le compromis. Et donc ça nous a évité une escalade de violence et peut-être une guerre civile. En fait, je voulais savoir si vous pensiez que vous étiez plus ou moins responsable, disons politiquement, avec vos alliés islamistes, de cette dégradation politique, vu que vous étiez au pouvoir à ce moment-là. Voilà. Écoutez, je vais tout de suite répondre à cette dernière question. Quand on est arrivé au pouvoir, donc après les élections du 23 octobre 2011, il y avait, si vous voulez, un programme. On était là pour faire quoi? On était là d'abord pour écrire une constitution. D'accord? On était là pour préparer des élections libres et honnêtes, pour installer l'État stable, et on était là pour gérer le pays au mieux dans l'intervalle. C'était ça les trois objectifs. Ces trois objectifs ont été atteints. Nous avons écrit une constitution qui est une constitution consensuelle. Et moi je suis fier du peuple tunisien parce que je doute fort qu'il y ait eu un pays au monde où une constitution ait été discutée avec autant de... Vous savez, il y a eu des centaines de réunions autour de cette constitution. Dans le pays entier, ça a discuté. À un moment donné, le peuple tunisien est devenu un peuple de philosophes et de politiciens. Ça a discuté sur la peine de mort, sur tout a été discuté sur l'ordre de la femme, parlementaire, etc. Il y a eu des débats de très très grande qualité. Et je peux vous garantir qu'un certain nombre de difficultés, de complexités et d'accords sur la Constitution ont été faites au Palais de Carthage lors des dîners des groupes d'histoire que j'ai organisés avec l'opposition. Le dialogue national a commencé au Palais de Carthage le premier jour de mon arrivée. Et quand il y a eu donc combat politique et quand il y a eu une contestation, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ce dialogue national, l'essentiel c'est qu'il continue. Et j'ai donc accepté, encouragé, reçu le quartet 3 ou 4 fois au Palais de Carthage pour que justement ce dialogue continue. Ça, il faut que ça soit sûr. Donc, nous avons écrit la Constitution. Ensuite, nous avons organisé les élections que j'ai perdues. Première fois qu'un chef d'État organise des élections et les perd. Ça fait bien. Et ça a été des élections, des vraies élections, et non pas des élections malhonnêtes. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs, entre parenthèses, de l'autre côté, il y a eu des manquements. Il y a eu des... Pourtant, je les ai acceptés parce que je ne voulais pas que la Tunisie fasse comme la violence. Troisième chose, nous avons géré le pays au mieux que nous avons pu, malgré le harcèlement, les sabotages, tout ce que la Tunisie faisait. Donc, je te comprends, malgré la machine économique tournée, on faisait, si vous voulez, le PIB, il y avait le taux de croissance, c'était aujourd'hui, il est de moins 0,2%. Donc, de dire que nous avons pas tenu c'est faux. Nous avons l'objectif, le programme qui a été tenu, nous l'avons appliqué. Et je suis fier de le dire. La Constitution consensuelle a été écrite de la meilleure façon. Les élections honnêtes ont eu lieu. Le pays a été géré dans les conditions les plus difficiles et la machine économique continue à tourner. Aujourd'hui, on voit la différence. Et tout le Bataclan médiatique, parce que la contre-révolution tenait cette machine de guerre contre nous, à savoir l'information. Eh bien, malgré ça, aujourd'hui, la question, c'est de savoir si ceux qui ont pris le pouvoir démocratiquement sont prêts à le jouer démocratiquement demain ou après-demain. C'est-à-dire quand il y aura les nouvelles élections. Ça, c'est la question. Donc, voilà, j'ai répondu à votre question. J'assume ce qu'on a fait, et on en est très fiers. Et le prix Nobel, pour moi, le fait qu'il ait été donné à des associations et non pas à des individus. Vous savez que j'étais moi-même proposé à ce prix Nobel.
Je trouve que le fait que ça a été donné à des associations de la vie civile, etc., c'est une excellente idée, dans la mesure où on n'a pas récompensé un individu, mais on a récompensé un peuple. Et pour moi, j'accepte cette idée. Je trouve que ça n'a pas été un mauvais choix, dans la mesure où c'est à travers ces associations, c'est tout le peuple tunisien qui a été honoré. Pour la première fois, je dirais qu'un peuple, à travers ces associations, a été honoré. Et je pense que c'est ça l'idée qui a été derrière ceux qui ont donné ce prix, qui ont préféré ne pas le donner à des individus qui ont joué un rôle important. Et Dieu sait que dans cette transition pacifique, les individus, les hommes politiques et les femmes politiques ont joué un rôle très important. Un rôle très important. Sans eux, le processus aurait pu s'enrayer à n'importe quel moment. Alors pour ce qui est de l'analogie avec la Révolution française, toutes les révolutions se ressemblent et en même temps sont différentes. Les révolutions se ressemblent parce que, de la même façon que les Français en 1789 sont sortis dans la rue parce qu'ils n'en pouvaient plus de la misère, de la pauvreté, etc. La même chose qui se passe, c'est passé en Égypte il y a 3000 ans, ça se passera malheureusement peut-être dans 2000 ans si la civilisation continue. C'est toujours les mêmes causes qui produisent les effets. Mais bien sûr que les révolutions sont différentes. Bien sûr, les contextes sont différents. Mais à la limite, si vous voulez, la révolution, c'est ce moment où on détruit. C'est là où il y a la phase de destruction massive, où on détruit l'ancien, et où les phases de construction font faire leur travail pour reconstruire. C'est ça. Les analogies la révolution russe est spécifique, la révolution chinoise est spécifique chinoise, la révolution arabe. Mais encore une fois, c'est toujours les mêmes objectifs. On construit, on détruit, et on reconstruit. Alors l'Union maghrébine, ça c'est mon chagrin, parce que effectivement, normalement, le Maghreb aurait dû constituer une unité depuis très longtemps. Nous sommes la région la moins intégrée au monde. Même l'Afrique subsaharienne est nettement plus intégrée. Même l'Afrique subsaharienne, qu'on prétend être sous-développée. Dieu sait que je suis d'ailleurs très content pour nos amis africains, ils sont en train de largement nous dépasser. Que ce soit dans leur organisation. L'Union africaine n'a rien à voir avec la Ligue arabe, par exemple. L'Union africaine, c'est quelque chose d'extraordinaire, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher sur le plan de la structure politique. Nous, Arabes, nous n'avons pas été fichus capables de faire quelque chose comme l'Union africaine. Je ne parle pas de l'Union européenne, l'Union africaine. Avec ses 5 régions, avec ses institutions, avec sa cour pour la justice, etc. Donc voilà, nous, Arabes et Maghrébins, sont très en retard dans le plan de cette histoire de l'intégration. Et encore une fois, pour des raisons très simples. Les États dictatoriaux empêchent le rapprochement. Si l'Europe est devenue l'Europe, si l'Europe a réalisé l'Union européenne, c'est parce que Hitler, Mussolini et Franco ont disparu. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une Europe avec des régimes comme le régime nazi, le régime fasciste? Non, parce que quand les dictateurs considèrent son pays comme un précaré et refusent toute intégration, parce que l'intégration suppose un transfert de pouvoir à une entité supérieure, et ça, aucun dictateur n'accepte. Donc si, dans le monde arabe, nous n'avons pas été capables jusqu'à présent de faire cette union maghrébine, c'est toujours à cause de l'État dictatorial, à cause de la dictature. La dictature nous a empêchés de nous développer en tant que citoyens, nous a empêchés de développer nos économies, et a été une barrière à l'organisation de cet espace commun. C'est pour ça que nous allons réaliser l'Union maghrébine ou l'Union arabe, tout ce que vous voulez, que le jour où il y aura effectivement des États démocratiques réels et des États démocratiques qui acceptent de se dessaisir d'une partie de leur pouvoir à un organisme d'intégration qui lui est supérieur. Mais ça, nous y allons. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Moi, je dis toujours, il n'y a pas d'avenir de la Tunisie en Tunisie. C'est un tout petit pays, l'économie dans un pays de 10 millions. Aujourd'hui, tout le Maghreb fait à peu près, si vous voulez, la Turquie, c'est 70-80 millions d'habitants. Le Maghreb, les 4 États du Maghreb ne font même pas le marché turc. Le marché égyptien, c'est dire à quel point les situations sont absurdes et à quel point nous sommes obligés, si nous voulons vraiment nous développer sur le plan économique, si nous voulons avoir voix au chapitre dans le monde politique, etc. Nous n'avons pas d'autre choix que
que la constitution de ces unions-là. Elles vont se faire, mais avec beaucoup de retard, malheureusement. Tout ça, c'est du retard. Nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre beaucoup de temps. On aurait pu gagner plus de temps. Mais malheureusement, il faut se faire. Voilà. Je pense que c'est La conférence touche à sa fin.